À propos de l'appareil qu'on va voir aujourd'hui, j'ai un petit peu hésité entre faire cette vidéo sous la forme d'une brève ou d'une micro-inspection. Et finalement, ça sera une brève parce que je vais faire un certain nombre de tests et de mesures sur cet appareil avant de le décortiquer pour analyser sa circuiterie. Et je ne sais pas trop ce qui me fait dire ça, mais je soupçonne que cet appareil est d'une fiabilité plus que douteuse, limite alarmante. Donc, après les boîtiers OBD factices qui vous ont fait pas mal réagir, et juste avant les prochains gros épisodes que je vous prépare sur les différents types de calculateurs que l'on trouve dans les véhicules modernes, on reste dans les accessoires auto avec ce convertisseur 12 volts continu, 230 volts alternatif qui se branche sur l'allume-cigare et qui peut fournir une puissance maximum de 150 watts. Je précise au passage que cet objet m'a été envoyé par Lucas de la chaîne YouTube Galixis et on le trouve généralement sur eBay aux alentours de 9 € frais de port inclus. Donc on peut pas dire que ce soit très cher, mais du coup qu'est-ce que ça vaut vraiment? Eh bien je vous propose qu'on voit ça tout de suite. Donc allons-y gaiement. Alors le modèle que j'ai entre les mains est prévu pour sortir du 220 volts à 50 Hz et son port USB est calibré pour 2,1 ampères max. Et clairement au niveau de sa construction et de son emballage, j'ai vraiment l'impression d'avoir en main un jouet en plastique dur. Ça n'inspire pas confiance du tout, surtout quand on sait qu'il délivre 220 volts par sa face avant. Avec la prise qu'on voit ici prévue pour les différents embouts selon les pays et un port USB en guise de chargeur. On a là un petit ventilo pour évacuer l'air chaud produit par le transfo et les transistors de puissance. Et vous voyez qu'en termes de finition, ça laisse largement à désirer, mais il ne faut pas trop en demander non plus à ce prix. Alors concernant le test, je vais utiliser mon portable qui fait tourner le programme de calcul de nombre premier Prime95 qui a la particularité de bien exploiter tous les cœurs du CPU et donc de pousser sa consommation électrique. Et branché sur le secteur de mon labo, vous pouvez voir qu'en plein calcul, il consomme 65 watts de puissance. Maintenant, je vous montre comment ça se présente pour le brancher à l'allume-cigare de mon véhicule. Je branche le wattmètre à la prise 220 du convertisseur, puis la lime de mon PC à la prise du wattmètre. Par contre, je vais devoir utiliser ce petit accessoire pour pouvoir déporter un peu vers l'avant le convertisseur et l'insérer dans mon allume-cigare, sinon ça ne passera pas. On est là dans le véhicule et pour le moment le convertisseur est seul branché à l'allume-cigare, la diode verte est allumée, il est donc fonctionnel. Et c'est parti pour le test et on va voir s'il tient bien la charge. Eh bien à vrai dire pas du tout, mais alors vraiment pas. On voit bien avec sa LED verte qu'il s'allume et s'éteint comme s'il devait faire de gros efforts pour fournir la puissance nécessaire au PC. Mais regardez la consommation sur le wattmètre, on dépasse difficilement les 10 watts. Le ventilo du convertisseur est à fond donc il y a clairement quelque chose qui cloche. Et subitement je sens une odeur carbonique très suspecte en provenance du wattmètre. Et là plus rien sur son afficheur, le wattmètre s'est évanoui. Pourtant le convertisseur est lui toujours fonctionnel, donc je décide d'arrêter le test et de retourner au labo. Alors cette odeur chimique étant très persistante, le mieux est encore de l'ouvrir. Et voici ce que je découvre. Une résistance de puissance n'a visiblement pas supporté le signal produit par ce convertisseur et a tout bonnement grillé tout en faisant quelques dégâts autour d'elle, notamment sur ce condensateur polypropylène antiparasite jaune. C'est franchement pas rassurant du tout et même inacceptable. Donc est-ce que ça veut dire qu'il y a de vrais risques que ce convertisseur endommage les appareils qui l'alimentent? Bon, je vais vous montrer le même test avec un convertisseur 12 volts 230 volts calibré pour fournir 3000 watts. Je l'ai branché à une batterie 12 volts 17 ampères-heure. À vide, il indique 12,7 volts en entrée et il produit une tension de 225 volts en courant alternatif. Le PC est maintenant en plein calcul et branché sur ce convertisseur, donc j'utilise mon second wattmètre pour effectuer les mesures et voici ce que ça donne. Une tension de 220 volts pour une fréquence de 48 Hz, une intensité de 426 mA, une puissance de 68 watts avec un facteur de puissance de 0,72, c'est globalement ce que j'avais aussi mesuré tout à l'heure. Bon, revenons à notre maudit convertisseur que j'ai branché sur cette même batterie. Je vais maintenant mesurer avec ma sonde différentielle branchée sur un oscilloscope le signal qu'il produit en sortie. Et pour simuler la charge, j'y ai branché une simple ampoule de 46 watts, au moins s'il me la crame, ça limitera les coûts. Et donc voici ce que j'obtiens. Comme vous le constatez, on n'est pas sur du pur sinus, ni même du pseudo-sinus, il s'agit plutôt là d'un signal carré bien pourri, ce à quoi on devait s'attendre pour 150 watts affichés. J'allume la lampe, la courbe obtenue s'est un peu affaissée, la tension mesurée est de 230 volts RMS pour une fréquence de 48,3 Hz. A titre de comparaison, je vous montre à quoi ressemble sur ce même écran d'oscilloscope le signal sinusoïdal à 50 Hz qui sort de vos prises électriques. Cette oscillation se produit donc 50 fois par seconde. Je viens juste d'allumer la lampe et ça n'a bien entendu eu aucune incidence sur le signal. Là elle est éteinte et on ne s'en rend même pas compte.
Quelques derniers tests avant le décortiquage de l'appareil. Cette fois, il est branché à une alim de labo qui l'alimente en 12 volts. On voit qu'à vide, il consomme environ 300 mA. Voyons ce que ça donne avec la lampe allumée. Ça grimpe à 4 A, ce qui est bien entendu cohérent puisqu'elle consomme 46 watts de puissance et que le facteur de puissance est forcément de 1 dans ce cas de figure. Je pense par contre qu'il a du mal à gérer les alimentations à découpage qui ont un facteur de puissance bien inférieur à 1, comme c'est le cas de celle de mon ordinateur portable, et le pauvre wattmètre en a fait les frais. Voyons maintenant comment il réagit quand il est sous-alimenté ou suralimenté. Je le passe à 11 volts, et il semble ne pas aimer ça du tout. Regardez son signal, il devient très instable et même dangereux pour l'appareil qui l'alimente. Et à 10 volts, rideau, plus rien. Bon, ça à la limite je préfère. Mais vous voyez, à 11 volts, il est dans un état très instable. À 13 volts, il produit 230 volts en sortie. À 14 volts, l'oscillo mesure 241 volts, donc il ne régule pas très bien sa sortie. À partir de 15 volts, il se coupe. Allez, on passe maintenant au décortiquage pour inspecter son circuit et ses composants, et de par ce qu'on vient de voir, vous aurez compris qu'il ne faut pas trop s'attendre à de la grande électronique. Et à la découverte de sa conception, ça se confirme. Mais bon, ne soyons pas trop médisants avant de l'avoir analysé concrètement. On a donc ici son petit circuit pour la sortie USB et ici son circuit principal. Si on jette un rapide coup d'œil, c'est évidemment très simple, le 12 volts de la batterie du véhicule est en entrée directe par ce connecteur et la tension est régulée par ce boîtier SOP8 pour ressortir du 5 volts par le connecteur USB de l'autre côté. Et il s'agit d'un HC8813 qui est un convertisseur buck synchrone, un abaisseur de tension avec un rendement théorique meilleur qu'un buck classique. Et de l'autre côté, on a juste une inductance de puissance. Mais ce qui nous intéresse vraiment, c'est surtout ça. Alors, je vous laisse regarder les composants en gros plan pendant que je vous donne une petite explication et je reviendrai ensuite sur deux composants clés de ce dispositif. Le but de cette brève n'est pas de vous expliquer en détail son principe de fonctionnement. Sachez juste que le principe de base est de découper ou moduler les 12 volts continus en entrée pour en faire une basse tension alternative qui est appliquée à un transformateur élévateur capable de l'amener à 220 volts. Donc si le transfo n'a pas les bonnes caractéristiques en rapport avec la puissance demandée, ça ne tiendra pas la route et je pense que c'est précisément ce qui se passe ici. Et en analysant le circuit, j'ai découvert qu'il se base sur un schéma chinois disponible gratuitement sur internet, schéma que voici et qui correspond en effet à quelques détails près. Donc en fait ils sont pas trop pris la tête pour concevoir ce produit, ils ont juste répliqué un truc accessible à tous et en circulation depuis un certain temps, ils ont juste fait en sorte que ça tienne dans un boîtier de 120 cm3. Tiens, juste ici se trouve le fusible de protection du dispositif, et les deux composants les plus importants sont cette platine soudée à la verticale et bien entendu le transformateur élévateur ici. Ce module est le contrôleur EG7500, un modulateur d'impulsion temporelle basé sur une topologie pull-push. C'est lui qui est en charge de moduler les 12 volts continus. Et figurez-vous qu'on le trouve partout, comme par exemple chez AliExpress pour moins de 2 $. L'autre composant essentiel est bien entendu ce transformateur qui va devoir amener la tension modulée jusqu'à 220 volts. Et comme il n'est pas bien visible, je l'ai dessoudé ainsi que les deux transistors de puissance autour de lui. Alors, je ne sais pas si cette inscription LSD 151 correspond à sa référence ou celle du stupéfiant que l'ingénieur a ingéré pour concevoir ce circuit. En tout cas, je n'ai pas trouvé de datasheet avec ce libellé. Et je dois dire qu'on a quand même affaire là à un bien piètre transformateur tant au niveau de sa fabrication que de sa qualité. Donc il est normal que ses caractéristiques soient mauvaises. C'est clairement l'aspect financier qui a été prioritaire dans le choix de ce composant. Voilà, vous l'aurez compris, restez éloigné de ce genre d'appareil qui de toute façon ne vous apportera pas satisfaction et qui risque même d'endommager vos appareils. Et en plus on le trouve à des prix assez différents et même parfois plus élevés, à l'image de ce site. Et là c'est clairement abusé parce qu'il le propose à plus de 17 €. Voilà, c'est tout pour cette fois. Merci de penser au petit pouce bleu si vous avez apprécié, ça permettra à la vidéo d'être encore mieux référencée sur YouTube. Les prochains épisodes sur la thématique automobile concerneront les calculateurs embarqués et vu la complexité du sujet, je pense qu'il y en aura plusieurs. Salut!